Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, en séjour à Paris, a été reçu ce matin par le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Naturellement, il a été question de la situation sécuritaire au nord du Mali et de l'enlèvement d'un ressortissant français la semaine dernière au Mali. À Bamako, 31e session du comité sahélien des pesticides. 66 dossiers relatifs à l'homologation des pesticides sont sur la table. Il s'agira d'améliorer les outils de travail des experts et de sensibiliser les populations sur les risques qu'elles courent en utilisant ces produits. 4 anciens militaires français de la force Licorne en Côte d'Ivoire sont jugés à Paris pour meurtre. La victime est ivoirienne. Il s'agit de Firmin Maé, 29 ans, étouffé dans un blindé français en 2005. Il aurait été pris pour quelqu'un d'autre. Mardi 27 novembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition que nous ouvrons avec une audience à la présidence. Le président de la République par intérim, professeur Diankouna Traoré, a reçu ce matin en audience le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO au Mali. Au cours de cette audience, il a été question du compte-rendu de la rencontre d'Abuja au Nigeria et du rapport envoyé pour approbation des Nations Unies pour la libération des régions du nord du Mali. Écoutons Cheaka Aboudou Touré à sa sortie d'audience et s'est exprimé au micro de Mahamadou Doumbia. C'est à la demande du président de la commission de la CEDEAO qui a souhaité que je puisse rencontrer monsieur le président par intérim pour faire un peu le point de la situation, particulièrement après le sommet d'Abuja. Qui a vu l'adoption à l'unanimité du CONOPS pour l'intervention éventuelle dans le nord du Mali. Ce CONOPS, comme vous le savez, nous l'avons présenté au Conseil paix et sécurité de l'Union africaine le 13 novembre passé. Le Conseil l'a accueilli favorablement. Et il a même été transmis au secrétaire général des Nations Unies. Et Monsieur le Président nous a rassuré qu'il partageait la plupart des questionnements, des concertations qui sont envisagées, devraient aider les autorités à mettre en place des organes qui devraient faciliter ce vaste dialogue qui est souhaité, voulu par la communauté internationale. Et je dois le dire qu'il est devenu même pratiquement une exigence de la communauté internationale avant toute intervention dans le nord du Mali. Et la guerre n'est pas une fin en soi. Et le président nous a rassuré que ce dialogue va s'organiser, mais à condition que nous ayons des principes très clairs qui heureusement sont partagés avec la communauté internationale de la CEDEAO, à savoir l'intégrité territoriale, l'unicité du Mali et la laïcité de l'État malien. Je crois qu'à partir de ces bases, pour le reste, on peut en parler. Il y a une certaine presse qui parle de septembre 2013 pour d'éventuelles attaques. Et la population attend. Je ne pense pas que l'intervention militaire soit un absolu voulu par tout le monde. Au contraire, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on puisse régler le problème du Mali sans utiliser les armes. Et je pense que ça a été toujours la position de la CEDEAO. Et dans les mécanismes de prévention, de gestion des conflits, si la médiation a été mise en place, c'est parce qu'au niveau de la CEDEAO, on estime que jamais il faut envisager autre solution lorsqu'on n'a pas épuisé les vertus du dialogue, les vertus de la concertation, les vertus de l'entente politique. C'était le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO au Mali. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra est à Paris depuis hier. Il a été reçu ce matin par le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Les deux personnalités ont échangé sur la situation sécuritaire au nord du Mali. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a fait part aux autorités françaises de la désolation du peuple malien suite à l'enlèvement d'un ressortissant français la semaine dernière au Mali. Après le Quai d'Orsay, le Premier ministre a reçu une délégation
de l'Élysée conduite par Madame légale conseillère à la cellule africaine de l'Élysée. Rien n'a filtré de cet entretien qui a duré environ 90 minutes. Les entretiens accordés ce matin par le Premier ministre à une délégation de la cellule africaine de l'Élysée. À l'issue de ces rencontres avec les autorités françaises, le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, a accordé un entretien à Makamfi Konaté. Les raisons de sa visite à Paris, l'audience accordée au MNLA par les autorités françaises et la question de l'intervention militaire ont été, entre autres, les questions abordées. Nous vous proposons de suivre cet entretien. Vous savez, l'objectif de la rencontre n'a pas strictement quelque chose n'est pas motivé, si vous voulez bien, par la visite du MNLA. C'est une visite que j'ai entreprise justement, et je veux faire ça dans plusieurs pays, pour voir tous les partenaires qui sont en train de soutenir la République du Mali dans sa quête d'une résolution des Nations Unies en vue du déploiement, n'est-ce pas, des forces. Donc c'est dans ce contexte plutôt que je suis venu rendre visite, n'est-ce pas, à nos amis en France ici. Et nous en avons profité évidemment pour toucher à tous les points de l'actualité, y compris le fait que la communauté est vraiment désolée et que le gouvernement du Mali et le peuple malien condamnent avec la plus grande fermeté l'enlèvement de M. Rodriguez Tal. Donc tout ça, c'était des messages qu'il fallait passer et nous avons profité de l'occasion évidemment pour toucher à tous les points qui touchent la vie du pays. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui que la France est toujours disposée à soutenir l'intervention militaire? Moi, je vois toujours la même disponibilité, la même fermeté dans la position et l'engagement de la France aux côtés du Mali. Je ne vois aucune hésitation ni aucun changement. Donc, essayons d'éviter de sauter à des conclusions, parce que Prodi a fait une déclaration disant que les préparatifs concernant l'armée malienne vont faire en sorte que le plus tôt une intervention va avoir lieu sera au mois de septembre. Mais nous avons également entendu, n'est-ce pas, le gouvernement du Nigeria qui dit que dès que nous allons obtenir la résolution des Nations Unies pour un déploiement militaire au Mali, que le Nigeria était prêt à mettre à la disposition du Mali toute son armée. Et nous avons la disponibilité de pays tels que l'Afrique du Sud qui ont dit qu'ils étaient prêts à nous aider. Et il s'agit probablement de mettre les choses dans leur contexte. Et donc, voilà, ce que l'envoyé spécial Prodi a dit ne représente aucunement les vues de la France, ne représente aucunement les vues du Mali, ne représente probablement pas les vues des différents partenaires qui sont réunis. Et il y avait fait d'autres déclarations telles que le fait que les Touaregs soient une minorité marginalisée au Mali. Ça, ce sont des déclarations qui ne reflètent pas non plus la réalité. Donc, il faut nous abstenir de prendre les commentaires d'une personne, même si cette personne est envoyée spéciale, et de là-bas de tirer des conclusions qui vont dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Justement, M. le Premier ministre, cette question du MNLA, aujourd'hui, elle semble prendre de l'envol sur la scène internationale. Le MNLA devient de plus en plus fréquentable. Pourtant, le MNLA a affiché clairement sa volonté d'indépendance. Le MNLA n'est pas devenu plus fréquentable. Le MNLA est en train de se faire convoquer par toute la communauté internationale pour faire comprendre au MNLA justement que leurs demandes ne seront jamais acceptables et donc leur dire qu'il faudrait qu'ils annoncent publiquement et de façon indépendante le fait qu'ils renoncent à leur velléité d'indépendance ou même d'autonomie, qu'ils renoncent à la violence vis-à-vis du gouvernement du Mali. Le Premier ministre se prononçait sur les raisons de sa visite à Paris.
Paris. Retour à Bamako, où le Maroc a réaffirmé sa détermination à rester aux côtés du Mali pour trouver une solution à la crise institutionnelle et sécuritaire. Une assurance donnée ce matin par son ambassadeur dans notre pays. Le diplomate marocain s'est longuement entretenu avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale sur l'évolution de la situation au Mali. Les deux personnalités ont également échangé sur les relations bilatérales. Hassan Nasri est au micro de Bourama Traoré. C'est une question qui regarde d'abord les Maliens, vous savez, et nous n'avons pas l'habitude d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires d'autres pays, mais nous sommes là comme des facilitateurs, si on nous le demande. Nous sommes là pour aider aussi à rapprocher les points de vue, à faire de telle sorte que l'on tente que la cordialité, que même des concessions petites ou grandes soient faites par les uns pour les autres au profit donc du Mali, de l'avenir du Mali, pour que le Mali retrouve son rôle dans la région et pour que le processus démocratique reprenne. Nous avons aussi parlé donc des relations bilatérales entre le Maroc et le Mali, surtout en matière parlementaire. Vous savez, nous avons un groupe parlementaire maroco-malien qui est dynamique et qui s'apprête aussi à reprendre son travail. Et nous avons parlé aussi de tout ce qui est possible d'être fait en matière de diplomatie parlementaire entre nos deux pays, donc au service des différentes dimensions de la coopération que nous avons ensemble depuis quelques années. Je vous l'annonçais dans les titres, la 31e session du comité sahélien des pesticides s'est ouverte ce matin à Bamako. Les participants venus de plusieurs pays membres du CILS examinent entre autres 66 dossiers relatifs à l'homologation des pesticides. C'est pour améliorer les outils de travail des experts et préparer les populations aux risques qu'elles courent en utilisant ces produits chimiques. Agali Agissa. À l'occasion de cette 31e session du comité sahélien des pesticides, les experts venus de plusieurs pays membres du CILS examinent entre autres les rapports d'activité au titre de l'année en cours, les dossiers d'homologation des pesticides. La synthèse des travaux devra permettre aux participants d'accorder leur violon en matière d'utilisation des pesticides. Nous avons élaboré des documents scientifiques pour l'homologation des pesticides de synthèse, des biopesticides et des pesticides utilisés en santé publique. Si le CSP autorise des pesticides, il a peu d'informations sur l'impact de ces derniers sur l'environnement sahélien. Notre objectif est de mieux préparer les populations rurales aux risques auxquels elles sont exposées lors de la manipulation et de l'application des pesticides. Aujourd'hui, l'utilisation des produits chimiques est incontournable dans la promotion des activités agricoles et le bien-être des populations. Les pesticides constituent des intrants agricoles dont l'utilisation devient de plus en plus massive dans le cadre de l'intensification de l'agriculture, en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les différents pays. Cependant, leur usage inadapté peut avoir des conséquences sévères sur la santé de nos populations. Le représentant de la FAO a réitéré le soutien de son organisation dans la recherche et la pérennisation de meilleures méthodes d'utilisation des pesticides. Et cela dans le but d'accroître la productivité agricole et préserver la santé des personnes. Le comité sahélien des pesticides couvre aujourd'hui 13 pays avec l'adhésion de la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo au CILS. Le ministre des Transports et des Infrastructures routières, le colonel Abdoulaye Koumaré, a assisté le vendredi 23 novembre dernier à la première réunion des ministres en charge du désenclavement de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma. Cette rencontre s'est déroulée à Niamey et concernait les représentants du Burkina, du Niger et du Mali. Ces trois pays sont signataires du protocole d'accord de juin 1970 portant création de l'autorité
de développement intégré de la région du Liptako-Gourma. Cet accord a pour objectif de promouvoir le développement harmonieux et intégré de la région par la mise en valeur en commun dans un cadre régional des ressources minières, énergétiques, hydrauliques dans sa zone d'intervention d'une superficie de près de 400 000 km² à cheval sur leur frontière commune Burkina, Niger, Mali. Présidée par le ministre nigérien de l'équipement, cette réunion consistait à faire le point sur l'état d'avancement du programme de désenclavement et adopter donc un programme triennal d'investissement en matière d'infrastructure et de désenclavement. Le centre d'infectiologie Charles Mérieux de Bamako est arrivé à consolider la qualité des examens cliniques de ses clients en 2011. C'est ce qui ressort de la deuxième session du conseil d'administration de cette structure sanitaire tenue ce matin à Bamako. Le reportage est de Daouda Sidiki Diara. L'idée qui a prévalu à la création du centre d'infectiologie Charles Mérieux de Bamako est de faire face aux défis de la lutte contre les maladies infectieuses telles la tuberculose. Cette structure sanitaire tient pour la 10e fois son conseil d'administration. Au cours de la session, il sera question de présenter aux administrateurs les résultats des activités de l'année 2012. Nous sommes arrivés à consolider la qualité des examens de biologie. C'était un objectif. Le deuxième axe, c'était la recherche. Nous sommes dans différents programmes de recherche ici au centre d'infectiologie Charles Mérieux. Et le troisième axe concerne la formation des professionnels de la biologie. Et sur ce plan, nous avons beaucoup de modules de formation qui se déroulent ici, tant pour le personnel de santé du Mali que pour beaucoup de personnel de la sous-région. Ce centre qui fait la fierté du Mali aujourd'hui est l'œuvre de la Fondation Mérieux en France. Les responsables de la dite fondation ont fait le déplacement pour témoigner leur attachement au Mali. Depuis la France, nous entendons parler du Mali tous les jours, avec parfois quelques inquiétudes, mais aussi quelques espoirs, parce que nous savons que vous continuez à avancer et nous en avons la preuve aujourd'hui en étant avec vous. Nous savons que le centre continue et il est important de saluer le travail des équipes, le travail qui est fait quotidiennement et qui se poursuit. Pour le ministre de la Santé, le centre d'infectiologie Charles Mérieux est un maillon important de notre pyramide sanitaire. Je puis vous assurer que mon département sera toujours à vos côtés pour vous accompagner et surtout pour faciliter l'insertion du centre dans notre politique sanitaire. Je vous invite, chers administrateurs, à lui donner encore des orientations claires afin qu'il obtienne des résultats à la hauteur de nos attentes. Il faut rappeler que ce centre a été créé en janvier 2005 et le docteur Youssouf Issabré fut le premier directeur. En santé toujours, l'hôpital Foussein Dao de Caille a tenu ce lundi la 11e session de son conseil d'administration. Le projet de budget 2013 est arrêté en dépenses et en recettes à plus d'1 milliard de francs CFA. Pour l'exercice 2013, l'établissement envisage de renforcer son plateau technique, réhabiliter le service des urgences et construire de nouveaux incinérateurs. Depuis Caille, le reportage de Siaka Konaté. L'hôpital régional Foussein Dao de Caille a réalisé du 1er janvier au 30 septembre 2012 75% des activités techniques programmées. Ainsi, l'établissement a enregistré plus de 33 500 consultations et plus de 3 620 hospitalisations, alors qu'il ne dispose que de 133 lits. Le nombre de décès est de 170, soit 4,7%. C'est ce qui ressort du rapport d'activité 2012 que le directeur général Nyarab Bengali et son équipe ont présenté aux administrateurs réunis à leur 11e session. Le même document relève que l'établissement a pu faire face aux charges liées au salaire et primes du personnel. C'est vrai qu'on a eu certaines difficultés liées à la crise, mais malgré vraiment ces difficultés, vraiment l'hôpital a pu vraiment s'acquitter de ses engagements vis-à-vis du personnel. Pour l'exercice 2013, la direction de l'hôpital entend renforcer ses capacités en se dotant de nouveaux spécialistes et en réhabilitant certains services. On a prévu de finaliser le projet d'établissement, qui est un processus de planification qui est en cours, la validation du manuel de procédure à travers une session
extraordinaire, la réhabilitation du service des urgences. Pour réaliser ces activités, la direction a proposé un projet de budget de plus d'1,62 milliard de francs CFA qui a été adopté par les administrateurs. Ceux-ci ont recommandé à la direction de finaliser l'accord d'établissement avant la fin du premier semestre 2013, de trouver une solution à la problématique de la réorientation des malades par les agents vers les structures privées pour des analyses qui se font à l'hôpital. Cela en collaboration avec les syndicats et la commission médicale ad hoc. Le directeur général du budget informe les fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal payés sur le budget d'État et sur billetage que 2 pôles sont retenus pour le paiement de leur salaire du mois de novembre 2012, pôle de Bamako pour les travailleurs déplacés des 3 régions à Bamako et environ. Au niveau du pôle de Bamako, les paiements se feront les jeudis 29 et vendredi 30 novembre à partir de 9h au lycée Aska Mohamed de Bamako pour les 3 régions du Nord. Pôle de Mopti pour les travailleurs restés dans les 3 régions et ceux déplacés à Mopti et environ. Au niveau du pôle de Mopti, les paiements se feront les jeudis 29, vendredi 30 novembre, samedi 1er et lundi 3 décembre à partir de 9h au gouvernorat de région pour les 3 régions du Nord. Actualité internationale, le procès de 4 anciens militaires français de la force Licorne en Côte d'Ivoire poursuivi pour le meurtre en 2005 de l'Ivoirien Firmin Maé s'est ouvert ce mardi matin donc devant la cour d'assises de Paris. La victime Firmin Maé, 29 ans, avait été étouffé avec un sac plastique fixé sur la tête par un ruban adhésif alors qu'il était transporté dans un blindé français. Pour les proches de Maé, ce n'était pas un bandit et les militaires l'ont pris pour un autre. C'est un procès délicat pour l'armée française. 4 anciens militaires sont jugés devant la cour d'assises de Paris pour le meurtre en 2005 de l'Ivoirien Firmin Maé. Selon eux, c'était un criminel, un coupeur de route. Voici le principal accusé, l'adjudant-chef Rogel. Il avoue avoir étouffé Firmin Maé avec un sac plastique en Côte d'Ivoire sur ordre de sa hiérarchie. Il a décrit comment il avait tué Firmin Maé et qu'il avait tué sur ordre. Il a tué sur ordre, c'est un soldat qui a accompli un ordre difficile, un ordre tragique, mais un ordre qui était imposé par la nécessité de la situation locale de la zone de Bangolo dont il avait la responsabilité et dont son colonel avait la responsabilité. Ce colonel, c'est Éric Burgot. Il reconnaît avoir donné l'ordre de tuer le prisonnier Maé qui se trouvait dans un blindé français. L'armée française était alors plongée en pleine guerre civile ivoirienne et agissait sous mandat de l'ONU. Mais l'ordre de tuer, affirme Burgot, est venu de plus haut, du général Poncé, alors patron de la force Licorne en Côte d'Ivoire. Poncé, lui, a toujours démenti et a bénéficié d'un non-lieu. Alors qui est responsable de ce meurtre? Et Firmin Maé était-il vraiment un bandit? Sa famille, elle, clame depuis 7 ans qu'il y a eu erreur sur la personne. Depuis le début de ce procès, je clame l'innocence de mon client. Il y a eu méprise. Le véritable coupeur de route est encore en prison à Mans. Il s'appelle Nestor Maé et ce n'est pas Firmin Maé qui était le coupeur de route recherché. En 2005, après plusieurs mois de silence, la ministre de la Défense de l'époque avait rendu l'affaire publique, ne voulant pas couvrir ce meurtre. Michel Alliot-Marie ainsi que de hauts responsables militaires témoigneront dans ce procès qui devrait durer 2 semaines. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 devraient quitter la ville de Goma. En attendant ce retrait demandé par l'Union africaine, les autorités congolaises prennent des dispositions pour contrer l'avancée des rebelles tout en tenant compte de leurs revendications. La petite localité de Minova se trouve à une vingtaine de kilomètres des positions rebelles au sud de Saké, tombées aux mains des rebelles du M23. C'est là que les forces congolaises se sont repliées, après avoir échoué leur contre-offensive pour reprendre la ville de Saké. Et c'est là que le général François Olenga, le tout nouveau chef de l'armée de terre, a concentré des troupes pour stopper une éventuelle avancée des rebelles au sud vers Bukavu. Il menace désormais d'aller libérer la ville de Goma. Nous sommes agressés et nous devons faire face à cette agression. Nous sommes l'armée nationale, on ne doit pas se comporter ou se mettre à même pied d'égalité que M23 ou bien ceux qui soutiennent nos agresseurs.
Ce matin, les rebelles étaient toujours dans la capitale du Nord Kivu. Mais ils auraient accepté de quitter la ville d'ici jeudi à midi, selon la médiation ougandaise. Réunie hier en session extraordinaire à Addis Abeba, l'Union africaine a lancé un appel au M23 pour qu'il se retire sans tarder à 20 km de Goma. L'Union africaine se dit prête à y déployer une force internationale neutre aux côtés des casques bleus de l'ONU. L'Union africaine demande à la MONUSCO d'assurer la sécurité dans cette zone en attendant le déploiement d'une force internationale neutre. La Tanzanie serait d'ores et déjà prête à fournir 800 soldats pour cette force, aussitôt que la logistique le permettra. Kinshasa s'est pour sa part engagé à prendre en compte les revendications des rebelles. Il estime cependant que le retrait de Goma est un impératif absolu avant toute négociation. Retour chez nous, la 5e édition du Forum environnemental national annuel 2012, version délocalisée, a pris fin à Bougouni. Il a été question du genre et changement climatique ou encore de la gouvernance environnementale. Une occasion pour les acteurs de réfléchir sur des dispositifs adéquats. Envoyés spéciaux à Bougouni, Seydou Sissoko et Garibou Pérou. Annoncer une position commune afin de lancer une alternative. Voilà le principe de ces dialogues de haut niveau. Les responsables des collectivités et les experts ont abordé plusieurs sujets, notamment genre et changement climatique, gouvernance environnementale, économie locale, sans oublier la crise du Nord. Ici, les visions se croisent. Que les actes soient nos parures et non les mots. Parce qu'on a beau parler, il faut agir pour amener le changement. Parce que les hommes qui nous refusent la terre, là, avec le peu qu'on a, si on arrive à mettre ça en valeur, ils vont se reprocher quelque chose. Qui dit accès des femmes à la terre, dit développement. Et aux femmes d'abord de s'organiser, de se lever pour demander. Au cours de ces dialogues de haut niveau, les participants ont eu la confiance et l'intérêt d'agir en faveur de l'environnement. Après la visite des stands, les participants, à l'issue des échanges de 2 jours, ont formulé entre autres recommandations. Libérer dans les plus brefs délais les régions occupées, définir les critères de délocalisation du forum, traduire les textes en langue locale, mettre en place dans chacune des communes des kiosques de parajuristes environnementaux et une plateforme rurale citoyenne. La première édition de la foire agricole de Sikasso se tiendra du 12 au 16 décembre prochain. Cette foire devra promouvoir les produits agricoles et faciliter les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques et les producteurs. Les activités de la foire viennent d'être officiellement lancées pour permettre aux uns et aux autres de se préparer avant le jour J. Depuis Sikasso, le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. L'économie de la région de Sikasso est à vocation agro-silvo-pastorale. Il s'agit pour les autorités régionales de promouvoir ces filières afin d'assurer l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. D'où l'organisation d'une foire agricole du 12 au 16 décembre prochain par le Conseil régional et ses partenaires techniques et financiers. La foire agricole de Sikasso FASCO 2012 a pour objectif, entre autres, de promouvoir les produits agricoles primaires ou transformés, faciliter les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques et les producteurs agricoles de la région, faire la promotion des entreprises agroalimentaires et artisanales, promouvoir les innovations et techniques agricoles relatives à la maîtrise de l'eau et à l'adaptation au changement climatique par les agriculteurs. FASCO 2012 regroupera près de 250 agriculteurs, commerçants, chercheurs et décideurs, ONG nationales et internationales de la sous-région. Au programme, conférences thématiques, une grande galerie marchande, visite des musées et sites touristiques. Toujours à Sikasso, une marche de soutien aux forces de défense et de sécurité du Mali a été organisée. La coordination régionale du mouvement vert, jaune, rouge de Sikasso, initiatrice de la marche, souhaitait à travers cette activité manifester son soutien à l'armée malienne dans sa mission de défense de l'intégrité du territoire. Comme vous le voyez, ils étaient nombreux à venir marcher aux côtés de la coordination régionale du mouvement vert, jaune, rouge de Sikasso, qui, je vous le rappelle, est initiatrice de cette marche pacifique de soutien aux forces de défense et de sécurité du Mali.
Ici à Bamako, la mairie de la commune 4 du district de Bamako a servi de cadre à une série de remises. La première a concerné les femmes déplacées du Nord. Elles ont reçu des savons et des cahiers des mains du club des amis de Mamadou Keïta, maire élu de Lafiabougou. La seconde, une vingtaine d'ordinateurs destinés aux conseillers communaux de la commune 4. Une donation faite par le président de la République par intérim. En plus de ces donations, la mairie de la dite commune a donné une centaine de poubelles au groupement d'intérêt économique GIE à des prix subventionnés. La cérémonie de remise a regroupé plusieurs responsables de la commune 4. Le Centre de recherche et d'édition La Sahélienne vient de publier 6 ouvrages. Nous parlons donc littérature. Chacun de ces ouvrages évoque dans un domaine précis la crise politique et sécuritaire du Mali. Ces œuvres sont une réalisation de 13 écrivains, sont donc des réalisations de 13 écrivains maliens à l'initiative du mouvement Mali Valeurs. La cérémonie de présentation des œuvres s'est déroulée hier à Bamako, suivie par Tiemoko Konaté. L'année 2012, une année propice en production littéraire, en témoignent ces 6 ouvrages publiés par le mouvement Mali Valeurs à travers le centre d'édition La Sahélienne. Ces ouvrages s'intitulent Le patriote et les djihadistes, L'occupation du nord du Mali, Les indignés de Kati, Justice transitionnelle et paix durable, Réplique et enfin Petit chrono de la crise sécuritaire et institutionnelle. La série d'ouvrages réalisés par 13 écrivains maliens a pour nom Regard sur une crise. Chaque document s'intéresse à un domaine bien déterminé. À titre d'exemple, Justice transitionnelle et paix durable sollicite un recours à la Cour pénale internationale pour la poursuite des auteurs des actes préjudiciables commis dans le septentrion pendant cette crise. Par la réalisation de ces ouvrages, le mouvement Mali Valeurs vise un objectif. L'objectif, le but visé par le mouvement Mali Valeurs, c'est de faire en sorte que s'arrête une forme de démission intellectuelle. Les acteurs politiques sont démis par la classe politique de la sous-région, chef d'État en tête, par des journalistes, analystes, éditorialistes, et comme on dit, qui parlent en lieu et place de vous, nos confrères maliens. Les membres du mouvement et les auteurs de ce document entendent continuer sur cette lancée au bonheur des générations futures. Parlons sport, football, le Djoliba AC a regagné cet après-midi Bamako en provenance du Congo où il avait pris part à la finale retour de la Coupe de la Confédération. En dépit de leur défaite, les Rouges de Bamako ont reçu un accueil chaleureux de la part de leurs supporters à leur descente d'avion à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Notre reporter Aldu Matina était lui aussi à l'aéroport. Voici son reportage. Ils sont de retour au Bercail. Il s'agit des vice-champions de la Coupe de la Confédération. 16h25, Air Mauritanie a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Bamako-Sénou. À bord, les officiels et l'équipe du Djoliba Athletic Club. Malgré leur défaite face à AC Leopard du Congo-Brazzaville, les supporters de Heremakono n'ont pas failli à leur devoir. Ils sont venus en nombre pour réserver aux joueurs du Djoliba AC un accueil chaleureux, avec le sentiment de devoir accompli, tant bien dans la victoire et dans la défaite. Les supporters sont là, vous les voyez. Dans la défaite ou dans la victoire, nous sommes là et nous avons toujours été là. Nos jeunes se sont battus jusqu'au bout. Et je vous rassure que le Djoliba aura une Coupe d'Afrique. Ayant raté de peu la Coupe de la Confédération, leur rêve, les joueurs de Libye se sentent plus motivés et ragaillardis par ces gestes des supporters à leur égard. Ça me fait chaud au cœur. En les voyant ici après notre défaite, on ne peut que les remercier beaucoup. Cet accueil-là nous vient directement au cœur. Et que franchement, qu'on est désolé après notre contre-performance là-bas. Mais on va essayer de faire encore plus la saison prochaine. Et je pense qu'on a fait quelque chose de positif là-bas parce qu'on est arrivé jusqu'en finale. Mais Dieu n'a pas voulu qu'on prenne la coupe. C'est comme ça les sports. On va se remettre en cause pour prochainement. C'est au rythme des sons, chants et danses que les supporters ont accompagné l'équipe jusqu'à Heremakono, 6 à Turokorobougou.
Bravo aux Rouges pour leur parcours dans cette Coupe de la Confédération et bonne chance pour la suite. Du nouveau dans vos kiosques avec la parution d'une nouvelle revue dénommée Santé Magazine Afrique, dont le premier numéro a été mis sous presse ce 20 novembre avec comme cible les pharmacies, les cliniques, voire la santé en général. Santé Magazine Afrique sera mensuel avec 1500 exemplaires et par sa richesse des dossiers, interviews, reportages et portraits sur tous les aspects touchant la santé et la vie des différents ordres qui animent le secteur comme ceux des médecins, pharmaciens, sages-femmes, vétérinaires, etc. Voilà donc agents de santé. Procurez-vous donc ce nouveau magazine Santé Magazine Afrique. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 18h et à 20h. Merci à vous de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Bonsoir.